Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous poursuivons le troisième point des résultats qui découlent du sommaire additionnel. Nous avions vu les observations préalables, ensuite la presse catholique dans la lutte antimoderniste et la ligne de conduite de Saint Pédis. Il nous restait à voir le cas du modernisme à Milan et le cas du cardinal Ferrari. Le cas du cardinal Ferrari nous intéresse principalement pour une seule raison, parce qu'il est adopté comme un exemple typique d'un système, celui de permettre que des personnes privées, dans ce cas les frères Scoton, aient pu attaquer publiquement, injustement et impunément même, un cardinal, lequel, ne réussissant pas à faire entendre les raisons de sa conduite, pleure et souffre. Alors sur ce cas, voici les dépositions que le rapporteur général, Antonelli, estime certaines et prouvées. D'abord, Milan n'était pas à l'abri du modernisme. Et au contraire, bien qu'ayant un clergé substantiellement excellent, Milan était un centre de rencontre pour les modernistes ainsi que la diffusion de leurs idées. Deuxième point, le très pieux cardinal Ferrari, extrêmement jaloux de l'honneur de son clergé et de son diocèse, était amené presque inconsciemment à minimiser chacun des faits qui trahissaient l'existence du modernisme à Milan. Et il avait l'habitude de répéter « à Milan, le modernisme n'existe pas ». Donc même avec les meilleures intentions, le cardinal Ferrari fut donc hostile à la presse dite papale, et en particulier au journal La Riscosa. Il fut partisan, au contraire, comme le cardinal Maffi, des journaux de pénétration, dont l'un, l'Unione, fondé à Milan en 1907, lui tenait à cœur. À la fin de 1910, le refus du serment antimoderniste de la part du jeune prêtre milanais Don Luigi Fontana, sorti depuis peu du séminaire, donna à la Riscosa l'occasion de soupçonner l'existence du modernisme dans le séminaire de Milan. Alors le cardinal Ferrari réagit par une lettre pastorale et l'affaire aurait pu s'arrêter là sans autre conséquence. Mais entre en scène un autre facteur, la presse libérale et la presse catholique dite de pénétration. Ces deux sortes de presse saisirent l'occasion pour organiser une violente campagne contre la Riscosa et au-delà de la Riscosa, contre toute presse dite papale ou dite intransigeante. Apparemment, c'était pour défendre l'honneur d'un cardinal injustement accusé, mais évidemment, leur but était tout autre. On cherchait à abattre, si cela avait été possible, la Riscosa et avec elle toute la presse dite intransigeante. Alors le Saint-Siège, dans un premier temps, pensa qu'après la réponse publique du cardinal Ferrari, l'affaire aurait pu trouver une conclusion.
Par suite, lorsque cette campagne mise en place par la presse prit des proportions plus vastes, avec bien d'autres buts que ceux qui étaient apparents, il crut bien faire d'imposer le silence. Et finalement, comme la polémique malheureusement continuait, et qu'elle était devenue une question de principe, Saint Pidis lui-même va intervenir par une lettre au cardinal Ferrari du 28 mars 1911, où il déplorait avant tout les imprudences de l'Ariscossa, mais désapprouvait aussi la campagne que l'on avait voulu lancer, avec des buts évidemment différents de celui qu'on voulait faire apparaître. Et il se mit ensuite à parler directement des journaux dits de pénétration, et en particulier du journal milanais L'Unione, qu'il désapprouva ouvertement en donnant les raisons. Alors jusque-là, dans le fond, rien d'extraordinaire. Le cas Ferrari, proprement dit, va commencer au moment précis où il se transforma en conflit entre lui-même et Saint Pidis. Le 14 avril 1911, le cardinal Ferrari, dont personne ne veut mettre en doute les intentions droites, tint un discours aux théologiens du clergé, dans lequel il commença à parler également de la question des journaux, et en particulier de celui qu'il avait à cœur, c'est-à-dire l'Unione. Et il exposa le cas dans un sens tout à fait opposé à celui que lui avait indiqué le serviteur de Dieu, Saint Pidis, dans sa lettre du 28 mars, lettre à laquelle, qui plus est, le cardinal faisait référence. Alors ce discours, lui non plus, ne resta pas enfermé dans l'enceinte du séminaire. Les séminaristes eux-mêmes, et cela indique combien de tels problèmes étaient brûlants, les séminaristes eux-mêmes en firent des copies, et la chose se répandit rapidement dans le diocèse. Et quand Saint Pidis eut en main une copie de ce discours, il en éprouva une très vive douleur. On doit dire pourtant que s'il avait eu à ce moment-là une réaction vive, personne n'aurait trouvé à y redire. Au contraire, il écrivit au cardinal Delay, le 4 mai 1911, pour demander presque un conseil. Il n'y a pas l'ombre d'un ressentiment dans cette lettre, et lorsque, peu après, le cardinal Ferrari, à son tour affligé, pria le cardinal Delay de demander pardon pour lui à Saint Pidis, celui-ci répondit « Sachez donc que le pape vous a pardonné, non une, mais 100 fois. » Alors, le cas Ferrari, qui a fait tant de bruit à l'époque, est présenté aujourd'hui comme un exemple typique de ces nombreux innocents qui auraient injustement souffert. Eh bien, ce cas, étayé de documents précis, tourne en faveur de Saint Pidis, qui donne là, en outre, une preuve insigne de sa bonté, de sa charité, de sa patience, de sa prudence, sans aucune ombre de ressentiment personnel, puisque c'était une des accusations qu'on portait à Saint Pidis. Ensuite, le cas de Saint Pidis est le Sodalitium Pianum de Monseigneur Benigni. Il y a toute une littérature publique qui traite du Sodalitium Pianum, et on en parle mal. Il y a Schmidlin qui, dans son ouvrage « Histoire des papes », lui consacre tout un chapitre avec de très nombreuses références, et les jugements qu'il porte sont très graves. Que ce soit des jugements portés sur Monseigneur Benigni, sur l'activité du Sodalitium Pianum et sur Saint Pidis lui-même, en ce sens qu'il aurait favorisé cette activité. Alors, il ne suffit pas de dire, pour supprimer réellement les difficultés, que Schmidlin est un historien
un peu partial. Sans compter ensuite que pour l'histoire des papes du siècle dernier et du siècle présent, la seule grande œuvre systématique est celle de Schmidt-Blin, qui se trouve de ce fait dans toutes les grandes bibliothèques et qu'elle est continuellement citée et utilisée. Or, providentiellement, sur ce point si peu clair, le dossier de la Sacrée Congrégation consistoriale nous a fourni un matériel riche et de premier ordre, en grande partie inconnu, matériel direct parce que ce fut justement la consistoriale et son secrétaire, le cardinal Dolé, qui traitèrent toujours avec Monseigneur Benigni de la question du Sodalitium Pianum. On parlera plus tard de ce matériel avec une longue introduction dont voici pour l'instant dans les grandes lignes les conclusions principales. Le Sodalitium Pianum, considéré en soi et sur la base de son statut et de son programme, était une organisation bonne et destinée à une bonne fin. Ce Sodalitium Pianum, deuxième point, voulait être un organe de pénétration, vie exemplaire de ses membres, en conformité avec toutes les directives pontificales, une vie catholique intégrale. Et puis, ce Sodalitium Pianum voulait être aussi un organe d'information, en recueillant personnellement, rapidement, sûrement, des nouvelles dans tous les domaines de la vie, religieuse, politique, sociale, culturelle, au service de la curie romaine. Un troisième point, c'est que ce Sodalitium Pianum, dans les idées primitives de Monseigneur Benigni, aurait dû être une sorte d'institut ecclésiastique séculier, c'est-à-dire on distingue dans l'Église les ordres séculiers et les ordres réguliers. Les ordres séculiers, c'est ceux qui vivent dans le monde, comme nous. Les ordres réguliers, ce sont les moines, si vous voulez. Donc une sorte d'institut ecclésiastique séculier, soumis à la Sacrée Congrégation consistoriale, comme vivent et agissent les instituts religieux qui dépendent de la Sacrée Congrégation des religieux. Alors, il avait son siège à Rome, la Diète, et ses membres étaient isolés ou réunis en groupe, conférence de Saint-Pierre, en dehors de Rome. Tout l'organisme du Sodalitium Pianum était connu de la Sacrée Congrégation consistoriale. Les membres n'étaient cependant pas connus du public, et ceci pour garantir leur liberté d'action, et puis pour prévenir les réactions et les oppositions. Ce Sodalitium fonctionnait déjà depuis 1909. À partir de 1913, il obtint une approbation générale de l'œuvre, mais n'eut jamais une approbation canonique formelle. Ce Sodalitium sera dissous librement après la mort de Saint Pidis et sera rétabli de nouveau en 1915 en accord avec la Sacrée Congrégation consistoriale. Et il fut définitivement dissous en 1921 par l'intervention de la Sacrée Congrégation du Concile. Alors, ce Sodalitium Pianum a aidé effectivement le Saint-Siège, le pape, par un service ordinaire d'information régulière et d'éventuels services ou charges extraordinaires. Toujours dans le but de s'informer sur toutes les infiltrations modernistes dans l'Église. Pour mieux garantir la sécurité de la correspondance, il fit usage certaines fois d'un code spécial. Alors, est indirectement lié au Sodalitium Pianum
la célèbre et pugnace Correspondenza di Roma de Monseigneur Benini, en ce sens que des membres du Sodalitium y ont collaboré. De même pour certains organes éditoriaux, ce qu'on appelait intégraux ou intégristes, parce que l'éditeur ou un rédacteur avait été également membre du Sodalitium Pianum. Alors, on a accusé ce Sodalitium Pianum d'une véritable conjuration noire. On a parlé même d'une maçonnerie ou charbonnerie noire. On a parlé d'un pouvoir occulte dans l'Église à propos de ce Sodalitium Pianum, d'espionnage, de délation organisée même contre la hiérarchie. Tout cela sont des points sans aucun fondement. On le verra plus tard. En conclusion, le statut et le programme du Sodalitium Pianum ne présentent rien que l'on ne puisse approuver. Et puis Saint Pie X ne donna jamais une approbation canonique définitive, mais il donna, on l'a vu, une approbation générale. Et il concéda 3 des habituels autographes de bénédiction aux membres du Sodalitium Pianum. Il faut considérer ensuite que toute l'affaire du Sodalitium Pianum fut présentée à Saint Pie X par le cardinal Delay, avec en plus une lettre de recommandation. Alors, il y eut des intempérances de langage, des éventuelles imprudences de Monseigneur Benini, et elles ne sont pas imputables au cardinal Delay, et encore moins à Saint Pie X. Il faut donc distinguer un Benini de la première période, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Saint Pie X, et un Benini de la deuxième période, c'est-à-dire après 1921, après la dissolution. D'abord, un tempérament combatif, violent, après le naufrage de son action représentée de façon particulière par le Sodalitium Pianum. Monseigneur Benini devint âpre et ses invectives et polémiques ont été parfois déplaisantes. Mais il faut quand même retenir ceci, et c'est le plus important, ça ne supprime pas le fait que Monseigneur Benini ait eu des mérites et qu'il ait voulu servir l'Église. En conclusion, si on examine tous les matériaux qu'on possède aujourd'hui, on ne voit pas comment la question du Sodalitium Pianum pourrait donner lieu à des objections fondées contre Saint Pie X. Enfin, l'attitude de Saint Pie X contre les diverses personnes qui étaient accusées de modernisme. On a dit plusieurs fois que différentes personnes, même des personnes insignes de sainte doctrine, ayant été accusées de modernisme ou de tendance moderniste, étaient tombés en disgrâce et avaient eu bien à souffrir pendant tout le pontificat de Saint Pie X. Alors, sans entrer dans les détails, si on examine concrètement les cas particuliers, on se trouve toujours devant le même Saint Pie X, c'est-à-dire un pape qui était ferme sur les principes, et là c'est indiscutable, mais qui a toujours fait preuve d'un cœur paternel avec les personnes. Et même à tel point qu'on pourrait, même nous, avec du recul, ne pas comprendre comment il n'ait pas pu prendre des décisions plus drastiques envers certains modernistes. On va voir quelques exemples. En tout cas, c'était ferme sur les principes, mais en même temps plein de compréhension et de bonté. Il fait penser, sans aucun doute, à Monseigneur Lefebvre, qui est ferme sur les principes, mais d'une grande bonté. Alors, pour donner une idée de cette bonté de cœur connue, voici un épisode raconté par Monseigneur Pescini. Un jeune prêtre de Venise
venu à Rome pour passer sa licence, avait donné du fil à retordre à celui qui était encore le patriarche Sarto, le futur pape Saint Pie X, patriarche de Venise. Et ayant obtenu sa licence, au lieu de retourner à Venise, où le patriarche l'invitait, il avait intrigué pour rester à Rome. Et sa nomination de ce qu'on appelle minutante à la propagande, à la sacrée congrégation de la propagande, c'est-à-dire la propagation de la foi, sa nomination était déjà prête lorsque Léon XIII mourut. Consterné, il eut recours à Monseigneur Pescini, qui en parla à Saint Pie X. Qu'est-ce que répond Saint Pie X? Maintenant, il a peur, parce que je ne suis plus le patriarche Sarto, ce ne sera pas moi qui briserai sa carrière et l'éloignerai de Rome. Cet épisode, donc de caractère privé, met en évidence cette bonté de cœur, naturelle, profonde, que Saint Pie X a montrée dans toutes ses manifestations envers toute personne. Or, même avec les personnes soupçonnées de modernisme, ou voire même modernistes, Saint Pie X fut très indulgent. Avec les personnes, non pas avec l'erreur. En ce qui concerne par exemple Loisy, Loisy qui est un des grands pontes du modernisme en France, condamné en 1908 par Saint Pie X pour ses erreurs, condamné par l'excommunication la plus grande, Saint Pie X, en recevant le nouvel évêque de Châlons, qui était le diocèse de Loisy, lui dit « Vous allez être l'évêque de l'abbé Loisy. À l'occasion, traitez-le avec bonté. Et s'il fait un pas vers vous, faites-en deux vers lui. » Voyez ? Il l'avait condamné, il l'avait excommunié. Donnons deux autres exemples de personnes qui ont été présentées comme ayant été injustement soupçonnées de modernisme. Le père Semeria et le père Genocci. Le père Semeria était un homme de grande intelligence et de grand cœur. Il fut l'objet d'accusations de modernisme. Et même dans le dossier de la Sacrée Congrégation consistoriale, on conserve beaucoup de notes à ce propos. On ne peut pas dire que le père Semeria n'ait pas donné lieu à de telles accusations. À part ses écrits, ses relations même le faisaient soupçonner, très justement, de modernisme. En 1896, Monseigneur Mignot, qui était alors évêque de Fréjus, très libéral, ami de Loisy, vint à Gênes avec le baron von Hügel, le grand commis voyageur du modernisme, et il vint rendre visite au père Semeria. Loisy lui-même entretenait une correspondance fréquente avec lui et lui envoyait ses écrits. En 1897, le père Semeria lisait au congrès de Fribourg en Suisse une conférence du baron von Hügel sur l'exateuk. L'exateuk, c'est la théorie moderniste de ceux qui joignent le livre de Josué à ceux de Moïse. Les livres de Moïse constituent le Pentateuque. Donc lui, il ajoutait l'exateuk, un livre de plus. Alors que cette division des livres de Moïse en Pentateuque, c'est quelque chose de révélé. À l'époque de la condamnation, oui, alors cet exateuk était évidemment basé sur les théories de Loisy. À l'époque de la condamnation de l'américanisme, au temps de Léon XIII, et de la mise à l'index du théologien allemand Schell, en 1899, Duchesne écrivait à von Hügel au sujet du père Semeria « On parle de forcer Semeria à quitter l'Italie. Tous les diables sont déchaînés. » C'est ainsi que s'exprime Loisy.
Lorsque le père Séméria publia son étude, son œuvre très discutée, en 1902, qui avait pour titre « Dogme, hiérarchie et culte dans l'Église primitive », le baron von Hügel écrivit à Loisy que dans ce livre, il y avait partout le développement, c'est-à-dire l'évolution du dogme, et que l'Épidie lui avait accordé un généreux imprimatur, c'est-à-dire une autorisation d'imprimer. La même année, Loisy envoya au père Séméria, comme au père Amelli, Minocci, Gazzolla et Genocci, ces deux ouvrages, Études évangéliques et l'Évangile et l'Église. Donc, en suivant les livres des mémoires de Loisy, le nom de Séméria revient très souvent. Tout ça pour vous montrer que cet homme qui était soupçonné de modernisme l'était à juste titre. Et puis, à cause des soupçons qui pesaient sur le père Séméria, celui-ci fut obligé, par ses supérieurs, de lire en chaire une déclaration d'acceptation de l'encyclique Pascendi, l'encyclique de Saint Pie X contre le modernisme. Loisy parla de ce fait comme d'un triste incident et rapporta les paroles d'une lettre du baron von Hügel du 3 février 1908. « Savez-vous que notre pauvre cher Séméria s'est cru forcé de lire une acceptation de Pascendi du haut de la chaire de son église à Gênes, 16 janvier, et que ces messieurs ne sont pas encore contents ?» Finalement, le père Séméria fut transféré de Gênes à Bruxelles. Et il partit le 12 avril 1912. En 1913, il était en Palestine. Avec l'année 1915 et l'entrée en guerre de l'Italie, commença pour lui une nouvelle période, et d'une période féconde en bien, qui déboucha sur sa grande œuvre nationale pour le Midi de l'Italie, et il mourut en 1931. Or, Saint Pie X, s'il n'ignorait pas les relations continuelles et étroites que le père Séméria avait avec les modernistes, il savait très bien qu'il recevait beaucoup de communications. On en trouve plusieurs dans le dossier de la consistoriale sur les effets nuisibles qu'entraînait, spécialement sur la jeunesse, la conférence du père Séméria sur l'Eucharistie et les sacrements, la lecture de ses livres. Mais si Saint Pie X n'ignorait pas tout cela, il eut évidemment des craintes et des réserves envers le même père Séméria. Et il exerça même son influence pour le faire éloigner de Gênes. Et en cela, qui pourrait le critiquer? On comprend tout à fait cette attitude de Saint Pie X. D'autre part, toute son attitude envers le père Séméria correspondait à sa bonté, à son jugement, et elle peut être synthétisée dans un épisode qui a été raconté par le père Janssens, celui-ci ayant été reçu en audience chez Saint Pie X, et Pie X lui ayant demandé s'il avait vu celui qui était sorti juste avant, il ajouta « C'est le père Séméria, et je veux que vous sachiez ce que je lui ai dit. Vous êtes un mauvais garçon, qui ayant reçu de nombreux dons de Dieu pour faire le bien, en abusez pour écrire des livres qui ne sont pas conformes à l'enseignement de l'Église. » Et comme Séméria lui avait répondu qu'il faisait cela pour rendre la religion plus accessible, Pie X ajouta lui avoir dit « Vous élargissez les portes pour introduire ceux qui sont dehors, et en même temps vous faites sortir ceux qui sont à l'intérieur. » C'est une belle phrase, ça, qu'on peut tout à fait appliquer aujourd'hui. Vous élargissez les portes pour introduire ceux qui sont dehors, et en même temps, vous faites sortir ceux qui sont à l'intérieur. Du reste, le même père Séméria écrivait dans ces dernières années, et à propos du modernisme et de Saint Pie X, le mouvement rythmique des études philosophiques
historique naturaliste, promu par le pape Léon XIII, même s'il s'est ralenti momentanément, ne s'est pas éteint par l'action et moins encore par la volonté de Pie X. De même, les condamnations de Pie X étaient-elles déjà signalées dans les avertissements et les craintes de Léon XIII. L'Église continue également, courageuse, dans le fait de condamner l'erreur et de regarder en face chaque vérité. Et chaque phase de son histoire millénaire comporte ses luttes à soutenir, ses devoirs à assumer, pour la gloire du Père et pour le bien de l'humanité. Donc chez le pape de l'encyclique Pascendi, donc Saint Pie X, et des autres actes pontificaux qui ont condamné le modernisme, vibrait ce que saint Paul appelle si bien la sollicitudo omnium ecclesiarum, c'est-à-dire la sollicitude de toutes les églises, et qui constitue la charge de Pierre. Le deuxième cas, c'est celui du père Giovanni Genocci. Il y a là encore une autre figure très connue, très sympathique, montrée par beaucoup comme un de ces hommes intelligents, cultivés, bons, de grand mérite, et qui, malgré cela, a soupçonné et accusé de modernisme, fut suspecté et eut beaucoup à en souffrir. Dans les mémoires de Loisy, son nom revient encore plus souvent que celui de Séméria. Alors ici encore, sans prétendre apporter un jugement, voilà quelques informations. En 1897, le père Genocci, nommé professeur d'exégèse au séminaire romain, envoya tout de suite ses leçons à Loisy pour qu'il les lise. L'année suivante, Léon XIII le dispensa de l'enseignement, justement à cause de ses idées avancées. Et Loisy rappelle le fait et il écrit « Le cours du père Genocci à l'Apollinaire venait d'être supprimé par le pape. Mauvais symptôme. » Et peu après, Loisy lui-même fait référence à ce passage d'une lettre du baron von Hügel concernant Genocci. C'est, selon ses propres lettres à moi, le pape lui-même qui, en un tête-à-tête avec le cardinal Parocchi, lui a déclaré dans les termes les plus secs et les plus cassants que c'était là tout juste l'enseignement qu'il ne voulait pas. Il insistait pour qu'on le supprimât immédiatement, complètement. Je suis fort content que ce brave homme soit au moins laissé à la tête de sa quarantaine de jeunes missionnaires. Par la suite, lorsque Loisy risquait d'être condamné, le père Genocci va chercher à le sauver à tout prix. Le 29 novembre 1903, Paul Sabatier, un autre père du modernisme, recevait de Rome la nouvelle que tous les efforts du père Genocci et de ceux qui défendaient Loisy tendaient à éviter une condamnation personnelle en limitant la chose à une censure anonyme. Et le 7 mai 1903, Sabatier écrit à Loisy « L'autre jour, j'ai déjeuné au séminaire du père Genocci. Après, on s'est réunis à la bibliothèque pour une longue causerie à laquelle tous les jeunes gens ont pris part. J'étais ravi. Il y a décidément quelque chose de changé dans l'Église. Chaque fois que votre nom revenait, les yeux brillaient d'émotion et d'amour. Ah, si vous pouviez sentir toute cette jeunesse qui vous suit et qui vous admire. Ouais. Alors, Saint Pie X connaissait très bien ces relations du père Genocci avec les modernistes. Il savait très bien que dans la maison des missionnaires de la rue de la Sapienza se rencontraient différents modernistes. Et malgré cela, là encore, appréciant ses nombreuses qualités et mérites, les mérites du père Genocci,
Pidis se taisait et ne prit jamais de mesures sévères. Voici la lettre que saint Pidis écrit au père Genocci le 28 décembre 1907 en réponse à ses vœux de Noël. Très révérend Père, nous vous remercions vivement de vos vœux pour les saintes fêtes. Et nous faisons des vœux pour que le Seigneur vous récompense aussi pour cela, en vous donnant les plus douces consolations. Quant au reste de votre lettre, nous ne pouvons pas nier que nous éprouvons le plus grand des plaisirs, quand on nous rapporte trop fréquemment et de toutes parts que vous êtes en relations étroites avec les dits modernistes, que beaucoup d'entre eux s'adressent au chef de la mission religieuse de la rue de la Sapienza, que vous-même les conseillez et même revoyez leurs écrits. Tout ceci que nous ne croyons pas, c'est une formule pour dire j'espère que tout cela est faux, mais il sait très bien que c'est vrai, tout ceci que nous ne croyons pas nous fait beaucoup de mal, parce que nous vous portons de l'affection comme à un bon prêtre et à un excellent religieux, et nous regrettons de ne pas pouvoir prendre toujours votre défense, comme lorsqu'apparaissent certains communiqués peu prudents. Et dans le Giornale d'Italia, cependant, si beaucoup, malheureusement, vous accusent faussement, tâchez, cher Père, de ne pas offrir d'arguments qui donnent le plus petit indice de ces relations, en fermant résolument la porte à tous ces accusateurs qui, comme s'ils étaient les maîtres en Israël, sous le prétexte de supprimer les défauts et les abus, sont les premiers à manquer à leur devoir sacré. Vous voyez cette lettre où il est très clair envers le père Genocci, et en même temps on voit cette grande bonté. Nous vous recommandons seulement cela, et non l'éloignement de Rome, où nous sommes sûrs qu'avec votre esprit et votre cœur, vous pourrez faire encore beaucoup de bien. Et avec ce vœu, nous vous accordons de tout cœur la bénédiction apostolique. Donc vous voyez, on pourrait presque à la limite ne pas comprendre, mais ça prouve la grande longanimité, la grande patience de saint Pidis avec les personnes, non pas avec l'erreur. Alors, concluons que l'accusation qui dit que saint Pidis, dans ce procès de canonisation, a frappé sans raison des personnes, ne tient absolument pas. On peut même dire que tout en ayant des motifs certains de se plaindre, il usa toujours d'une grande indulgence et d'une grande patience. Et puis enfin, des ragots, existant déjà à l'époque de saint Pidis, répétés aujourd'hui encore, prétendaient que saint Pidis avait subi dans son gouvernement une influence excessive de la part de certains cardinaux. Et saint Pidis lui-même va répondre à ces racontards. Il répond au prévôt de Casal-Pusterlengo, le 29 octobre 1912, « Je réponds de ma main à votre lettre du 15 courant pour vous autoriser à déclarer, premièrement, que le pape est affectueusement aidé dans le gouvernement de l'Église par de nombreux éminentissimes cardinaux, mais qu'aucun d'eux ne se permet de faire en son nom une chose qui ne soit préalablement ordonnée par le pape ou fixée de plein accord avec lui. Et que tous ceux qui prétendent que ce sont 3 cardinaux qui commandent sont des êtres inqualifiables, comme il n'en manque jamais dans l'Église. Pour se soustraire à la soumission obligatoire, ils veulent se persuader qu'ils ne sont pas obligés en conscience, parce que ce n'est pas le pape qui commande. Et pour cela suffit. Enfin, une dernière observation qui ne sera pas inutile. Certains témoins et certains consulteurs ont cru pouvoir voir dans la première encyclique de Benoît XV, qui va succéder à saint Pidis, dans sa première encyclique, donc Ad Beatissimi, du 1er novembre 1914, certains ont cru voir un désaveu
de la façon d'agir de saint Pie X dans la lutte antimoderniste. Alors qu'est-ce qu'il en est? Benoît XV, dans la Constitution citée, non seulement va confirmer pleinement la condamnation du modernisme, mais il va confirmer également toutes les mesures disciplinaires prescrites par Pie X à cet égard, y compris le serment antimoderniste, c'est-à-dire un serment que tout prêtre, le jour de son ordination, doit prononcer devant les cardinaux, devant les évêques, comme nous, dans la fraternité, nous l'avons prononcé devant Monseigneur Lefebvre, en tout cas pour moi, à l'époque. Il y a une seule chose que délicatement, mais clairement, Benoît XV réprouve. C'est l'utilisation des termes intégrisme et intégriste, termes qui avaient été très volontiers utilisés par Monseigneur Bénigne, par les frères Scoton et par d'autres personnes zélées. Mais cependant, ne pas approuver l'usage de ces termes, parce qu'ils peuvent être ambigus, ils ne sont pas suffisamment précis, ne signifie pas désavouer la ligne de conduite de saint Pie X. D'autant plus que saint Pie X n'a jamais utilisé ces termes-là, intégrisme ou catholique intégriste. Voilà. Alors, passons maintenant au sommaire additionnel. Première partie, nous allons voir certains extraits des procès. Il faut rappeler ici que ce qu'on appelle le sommaire additionnel, dans les procès qui ont été faits pour la canonisation de saint Pie X, ce sommaire additionnel se compose de deux parties. Tout d'abord, un certain nombre de dépositions tirées des procès ordinaires et apostoliques, et puis des documents ou des sources écrites autour de certains problèmes. Donc, dans cette première partie, on va donner quelques dépositions du procès ordinaire romain, une déposition du procès ordinaire de Trévise, de copieuses dépositions du procès apostolique romain, une déposition du procès apostolique de Venise et une du procès apostolique de Trévise. Alors, voyons d'abord, dans cette première partie, le premier point, quelques dépositions du procès ordinaire romain. Le témoin, alors à chaque témoin, il y avait un numéro. Ce n'est pas le premier témoin, c'est un des témoins. Le numéro importe peu. C'est le père Joseph Pescini, dont on a parlé il y a peu, qui avait 49 ans, chanoine de la basilique de Sainte-Marie-Majeure et secrétaire particulier de saint Pie X, donc bien placé pour parler. Il raconte un épisode qui met en évidence un aspect qu'on a déjà traité, mais précieux de saint Pie X, à savoir sa bonté envers les personnes qui lui avaient causé du tort. Je me souviens, dit le père Pescini, c'est un petit peu, c'est l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, mais un peu plus en détail. Je me souviens du père Pietro Pazzini, élève de la paroisse de Saint-Luc à Venise. Ce prêtre provenait de l'ordre des Saumasques, qu'il avait quitté alors qu'il était séminariste, à cause d'un désaccord avec son supérieur, le père Giuseppe Palmieri, alors recteur du collège Emiliani à Venise. Le patriarche Agostini accueillit dans son séminaire ce séminariste qui était sorti de son ordre, et il l'ordonna prêtre. Lorsque le patriarche Sarto vint à Venise, Pazzini demanda et obtint l'autorisation de se rendre à Rome pour passer son doctorat en droit, doctorat qu'il réussit après 2 ans d'études à Rome. Pazzini, durant son séjour, continua à jouir d'un bénéfice de sa paroisse d'origine, ce qui l'obligeait
à s'occuper des âmes et donc à résider dans cette paroisse. Saint Pie X, après que Pazzini eut obtenu son doctorat, Saint Pie X, il était patriarche de Venise à l'époque encore, l'invita à revenir dans son diocèse. Un peu comme l'exemple, comme je dis tout à l'heure, cité de ce jeune prêtre. Ce dernier, essayant de gagner du temps, allégua toutes sortes de prétextes, et comme il ne prenait aucune décision, Pie X invita Pazzini à se décider, soit à revenir, soit à renoncer aux bénéfices. Pazzini répondit avec arrogance à cet ordre et réclama, qui plus est, le casuel, c'est-à-dire une somme d'argent que l'on donne habituellement aux coopérateurs qui prennent part directement aux fonctions de la paroisse, casuel qu'il n'avait pas reçu durant les 2 dernières années. Et il menaça que dans le cas où Pie X insisterait pour qu'il revienne à Venise ou qu'il renonce aux bénéfices, il aurait recours à la sacrée congrégation du concile. On a envie de dire à ce petit Pazzini, on a envie de lui dire petit péteux. Hein. Eh bien, dans ce but, il se mit tout de suite à l'œuvre, s'assurant des protecteurs. Pazzini cherche donc des avocats. Puis, Pazzini travailla contre le patriarche pour la cause de l'abbé Tresic, qui était déjà venu à Rome, moderniste. Informé de cela, le patriarche écrivit alors à Pazzini qu'il était bien content qu'il engage une action judiciaire, avec un peu d'ironie, ajoutant, dira-t-il à quelques confidents, qu'ainsi la lumière serait faite sur l'une et l'autre question. Étant à Rome, Pazzini travaillait à obtenir un poste dans les congrégations romaines. Et dans ce but, il se présenta à un concours à la propagande, à la congrégation de la propagande, pour avoir une place de minutante. Il réussit le concours et il obtint le poste que le pape devait confirmer. Et c'est alors qu'advint, comme dans le cas précédent, la mort de Léon XIII et l'élévation du patriarche Sarto au pontificat. Manque de peau. Cette élection mit Pazzini dans un état de grande agitation parce qu'il craignait que ses espérances ne s'écroulent tout d'un coup. Il supplia le père Pescini de faire quelque chose. Le père Pescini le tranquillisa en lui disant que le pape n'était pas un homme à nourrir des rancunes, l'assurant de son appui auprès du pape. Le père Pescini en parla au pape, qui, en souriant, lui répondit « Maintenant, il a peur parce que je ne suis plus le patriarche Sarto. Ce n'est pas moi qui briserai sa carrière et l'éloignerai de Rome. » Et quelques jours après, Monseigneur Rolleri, secrétaire de la propagande, proposa à Pie X la nomination de Pazzini, en ajoutant que, comme les précédentes dissensions entre Pie X et son candidat étaient notoires, la sacrée congrégation s'en remettait totalement à la décision du Saint-Père. Et Pie X n'hésita pas, et il ordonna de procéder à la nomination. Et quelque temps après, Pazzini fut reçu en audience par Pie X, qui l'accueillit avec bienveillance. Deuxième témoin, Monseigneur Joseph Fornari, 58 ans, secrétaire du tribunal suprême de la signature apostolique. Pie X favorisa beaucoup la presse, mais tant qu'elle fut orthodoxe, c'est-à-dire conforme à la révélation, conforme à la foi catholique. Ce n'est pas du tout à entendre dans le sens de l'Église orthodoxe. Cela ne veut pourtant pas dire que sa faveur s'étendit aussi à la presse que l'on qualifie communément de plus royaliste que le roi, et dans notre cas de plus papiste que le pape. À ce propos, je me souviens, dit Monseigneur Fornari, d'un fait qui m'est arrivé personnellement. J'avais assisté à un congrès de la jeunesse catholique de Livourne,
qui s'était déroulée au moment où ces jeunes étaient accusés par certains journaux catholiques du genre, plus papiste que le pape, de manquer d'orthodoxie. Le cardinal Maffy tint à ces jeunes un discours très élevé et affectueux. Je revins à Rome peu après et je fus reçu en audience par Pie X. Il me demanda quel effet avait produit dans l'auditoire une certaine phrase du cardinal, à savoir qu'un buffle qui se met au milieu d'une voie ferrée n'empêche pas la marche d'un train direct. Certains avaient cru trouver dans cette phrase, comme il me le dit ensuite, une allusion au propriétaire du journal L'Unità Cattolica, qui s'appelait Monseigneur Buffalini, d'où le buffle. Je répondis sans cacher mon indignation devant une telle insinuation gratuite et indigne d'un éminentissime cardinal tel que l'était Maffy. Du reste, je pouvais témoigner qu'aucune des personnes présentes, pas même celles qui auraient dû en être les plus touchées, n'avait pensé le moins du monde à une telle allusion. Et d'autant plus que j'étais resté à Livourne après le congrès jusqu'à ce que tout le monde fût reparti, justement pour surveiller et mettre fin à tout incident éventuel. Pie X, me montrant alors une liasse de papier, me dit à peu près « Voyez tout ce qui m'est arrivé à propos du directeur de ce journal. Mais c'est un fou, celui-là. » Ce à quoi je répondis « Saint-Père, les fous, on les enferme à l'asile, on ne les laisse pas à la direction des journaux. » Et lui de répondre « Eh, vous courez toujours, mais ce n'est pas en courant toujours sur une ligne droite que l'on arrive au but. Il faut souvent faire certains détours. » Bref, quelques mois plus tard, je sus que le directeur de ce journal était changé. Et enfin, troisième témoin, le cardinal Pierre Gasparri, 76 ans, secrétaire d'État. Alors, dans la déposition du cardinal Gasparri, il manque une partie qu'il intitule « Points obscurs ». Il parle en général de ces points obscurs. Il y a pourtant, à mon avis, dit-il, dans le pontificat de Pie X, certains faits moins favorables, qui, bien qu'accomplis de bonne foi, je n'en doute pas, pourraient, si je ne me trompe, nuire à la cause dont il s'agit. Je les cite en toute simplicité, en soumettant du reste leur appréciation au jugement de la Sacrée Congrégation et du Saint-Père. Ces points sont au nombre de 3. La suppression de certaines fêtes, la question du sodalitium pianum et l'interdiction des associations cultuelles en France, à l'origine de la séparation de l'Église et de l'État en France. Ici, c'est le deuxième point qui nous intéresse. Les autres sont intéressants, mais c'est plus ciblé ici sur sodalitium pianum qui nous intéresse. C'est un des points discutés de cette enquête. Mais il faut faire quelques remarques quant au contenu de la déposition du cardinal Gasparri. Le cardinal Gasparri parle d'une certaine froideur entre Pie X et les cardinaux Maffy et Ferrari. Et à son avis, il attribue sans aucun doute ce fait aux sinistres insinuations de Monseigneur Benigni, directeur du Sodalitium Pianum. Or, si le cardinal Gasparri avait eu sous les yeux la documentation existante dans la Sacrée Congrégation consistoriale, il n'en serait pas arrivé à une telle déduction. En réalité, dans le volumineux dossier relatif au cardinal Maffy, à la question du journalisme, dans celui concernant le modernisme à Milan, relatif à l'Ariscosa et au cardinal Ferrari, le nom de Benigni n'apparaît jamais. Et on ne rencontre pas non plus une seule de ces feuilles d'information. D'où une conclusion générale. Lorsqu'un témoin
même s'il s'agit d'une personnalité exceptionnelle, parle de faits concrets qu'il connaît personnellement, on doit naturellement le croire et accepter ces faits comme véridiques. Mais lorsqu'il se met à faire des hypothèses, pour autant que celles-ci puissent paraître évidentes et raisonnables, on doit toujours procéder avec un grand soin pour les accepter. Et dans le cas présent, dans le cas du cardinal Gasparri, sans la documentation que l'on possède heureusement, on aurait été poussé à reconnaître comme fondées les hypothèses du cardinal Gasparri sur l'influence de Monseigneur Benigni dans le cas Maffei et Ferrari. Eh bien, au contraire, il n'en fut pas ainsi. Ou tout au moins, on sait avec certitude que Pidis avait des informations tout autres, larges et directes. Et à noter que le cardinal Gasparri fut écouté seulement dans le procès ordinaire, parce que, grâce à Dieu, à l'époque du procès apostolique, le cardinal était décédé. Procès apostolique qui a eu lieu en 1943, de 1943 à 1946, et il était décédé depuis 1934. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.